La position des omoplates influence notre posture, le dos voûté. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les deux omoplates se déplacent vers l'avant, ce qui modifie la position de la cage thoracique et augmente la syphose dans la région thoracique de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui provoque cela? La principale raison, c'est le déséquilibre entre les muscles qui stabilisent l'omoplate à l'arrière et qui, en se contractant, rapprochent les omoplates de la colonne vertébrale comme s'ils les reliaient. Et les muscles qui se trouvent ici devant, ce sont principalement deux muscles, le grand pectoral et le petit pectoral. Lorsqu'ils se contractent, ils déplacent, entre autres, l'épaule et l'omoplate vers l'avant, mais ils participent aussi au mouvement du bras. Mais le petit pectoral, lui, provoque précisément le déplacement des deux épaules et des omoplates vers l'avant, comme ceci. Et nous devons établir un équilibre entre ces muscles. Lorsque nous voyons cette position, où notre épaule est déplacée vers l'avant, il arrive qu'il y ait une différence. D'un côté, la distance est un peu plus grande, de l'autre, un peu moins. Cela indique également qu'il y a un tonus différent, un volume musculaire différent, et nous devrons en tenir compte. Si l'omoplate est légèrement relevée, il faut vérifier s'il n'y a pas de déséquilibre entre les muscles qui la soulèvent. Il s'agit du trapèze supérieur, le muscle qui soulève l'omoplate, et le grand dorsal ainsi que la partie inférieure du muscle trapèze. Le muscle dentelé a également son importance. Il est très souvent faible et moins actif. Et l'équilibre entre cette partie du muscle trapèze et le grand pectoral. Lorsque le grand pectoral est mieux développé, cette partie du trapèze est moins développée et l'épaule commence à se déplacer du côté du pectoral le plus développé. Cela arrive très souvent. D'un côté, cela se produit davantage du côté du bras dominant, de l'autre côté, cela se produit moins. Il arrive aussi que l'une de nos épaules soit avancée à cause d'une limitation de mouvement dans la région lombaire. Les muscles carrés des lombes, par exemple, sont raccourcis, ce qui gêne la rotation. Et donc, l'omoplate commence à se déplacer excessivement vers l'avant pour compenser cette rotation. Cela a également de l'importance. Les parties postérieures et antérieures du muscle deltoïde. Lorsque notre deltoïde antérieur est mieux développé et que le postérieur l'est moins, l'épaule et le bras peuvent se déplacer et pivoter vers le côté du muscle le plus fort. Donc, nous allons d'abord évaluer la mobilité des vertèbres dans la région thoracique de la colonne vertébrale. Pour cela, on utilise cette technique de mobilisation. Ici, nous passons sur chaque vertèbre et nous vérifions s'il y a une différence dans l'amplitude du mouvement. Comme ça, c'est mieux sur le côté. S'il y a une différence dans l'amplitude du mouvement, très souvent, la partie supérieure, à partir de la 6e ou 5e vertèbre thoracique, la partie supérieure de la colonne thoracique, elle bouge moins bien. Là-bas, le mouvement est bien moins ample que dans la partie inférieure. Mais il faut aussi comparer l'amplitude du mouvement entre les vertèbres voisines. Il arrive que, par exemple, ici, disons, quelque chose comme ça. La 7e, la 6e bougent avec une plus grande amplitude, puis il y a une vertèbre, on voit qu'elle a beaucoup moins d'amplitude de mouvement, et la suivante bouge aussi avec une plus grande amplitude. On peut évaluer le mouvement sous différents angles, par exemple essayer de mobiliser vers ici, regardez sous cet angle comment ça bouge, puis sous un autre angle, dans l'autre sens. Nous examinons tout cela aussi selon les plaintes du patient. C'est-à-dire, si quelque chose dérange, on examine cet endroit de façon plus détaillée. Et ici, nous vérifions aussi les articulations costo-transversaires, comment elles bougent, s'il y a des fixations quelque part entre les vertèbres et les côtes. La fixation, c'est là où il n'y a pas du tout de mouvement à cet endroit, entre les vertèbres ou entre les vertèbres et les côtes, entre les vertèbres voisines, ou bien le mouvement y est fortement limité. Et nous en tiendrons également compte plus tard pendant le traitement. C'est-à-dire, lors de ce premier passage sur la région thoracique de la colonne vertébrale, nous faisons en quelque sorte un diagnostic en même temps, et dans les endroits où la mobilité est moins bonne, nous restons un peu plus longtemps, tout en augmentant la mobilité à ces endroits. Cette technique s'appelle la mobilisation de la région thoracique de la colonne vertébrale. Ensuite, la même chose est faite sur les articulations costo-transversaires.
Chacune de ces articulations est vérifiée pour voir comment elles bougent. On compare la mobilité de certaines articulations avec d'autres. C'est-à-dire que pour chaque personne, il y a son propre volume de mouvement, sa propre norme en quelque sorte. Et donc, on compare, on trouve par exemple des zones où le mouvement est bon, et on compare avec les articulations où le mouvement est limité, afin de comprendre à quel endroit il faut augmenter l'amplitude du mouvement. On peut augmenter l'amplitude du mouvement de plusieurs façons. On peut commencer progressivement en agissant d'abord sur les muscles, en éliminant les points gâchettes, en les travaillant avec des exercices, en assouplissant globalement les tissus mous autour des articulations. On peut également agir directement sur les articulations sous différents angles. L'essentiel est que ces angles correspondent à l'axe de mouvement des articulations elles-mêmes. Et une autre méthode, plus spectaculaire, mais parfois même plus efficace, c'est la manipulation. C'est lorsque, en un seul mouvement, avec un son caractéristique, on augmente la mobilité dans un certain segment, mobile du rachis. Voilà. Certains en ont peur, d'autres aiment ça. Généralement, cela s'accompagne d'un bruit. La manipulation, ou en ostéopathie, s'appelle la technique de thrust, donc c'est une technique de thrust. Avec ce craquement, la mobilité entre les vertèbres est restaurée dans ce cas précis, ou bien entre d'autres articulations. On peut aussi faire cela. Mais là aussi, il faut comprendre pourquoi on le fait. Parce qu'il faut augmenter la mobilité dans un but précis, pas juste comme ça. C'est-à-dire, si nous avons besoin par exemple, à un endroit d'augmenter la mobilité d'une partie de la colonne vertébrale pour soulager une autre, ou si nous avons une fixation qui peut être la cause d'une compression nerveuse, ou si nous devons restaurer la mobilité dans une articulation quelconque. Mais cela, nous l'adaptons spécifiquement à chaque patient. Selon l'âge et les maladies associées, notamment en cas d'arthrose marquée, il vaut mieux procéder progressivement. Ou un syndrome Une petite action quotidienne peut produire de grands résultats avec le temps dans tous les domaines de la vie. Même lorsqu'il s'agit d'argent, Surtout lorsqu'il s'agit d'argent. rien que de penser à investir, ma tension monte. Sur ma chaîne, je reviens toujours à la même idée. Vous n'avez pas besoin de quelque chose de compliqué pour faire une grande différence. Mais avec l'investissement, il faut toujours surveiller, rester attentif et essayer de prédire le marché. Et c'est exactement ce qui décourage beaucoup de gens sur le marché boursier. On doit constamment décider, acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Quand il s'agit de notre argent, on veut de la stabilité. Sinon, ça ne fait que créer du stress inutile et tu sais déjà ce que je pense du stress. Oh mon Dieu, le marché vient de s'effondrer. C'est pour ça que j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché, et c'est là que j'ai découvert Mintos. Pour faire simple, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous recevez des intérêts fixes en retour sur la plateforme Mintos. Tout est vraiment facile à suivre. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible et cela reste facile à suivre sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise, le délai avant de récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout vérifier en permanence, tandis que les rendements sont automatiquement réinvestis. Ce qui me laisse plus de temps pour les choses que j'aime. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement espérer ? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et honnêtement, c'est un rendement plutôt solide, surtout pour un revenu passif. Mintos existe depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous pouvez obtenir un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez au moins 500 €. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour en profiter. Maintenant, d'accord, ça a l'air vraiment simple, stable et avec un bonus en plus. Ne ratez pas cette opportunité. Dans cette zone, nous avons justement les muscles trapèzes. La partie inférieure du trapèze, la voici juste ici, elle est très souvent peu développée. Des exercices supplémentaires sont prescrits pour celle-ci. Voici la partie moyenne du muscle trapèze et la partie supérieure. Ici, nous pouvons travailler sous différents angles. Sur le côté, ici en bas, le muscle trapèze lui-même.
par le dessus, de cette façon, c'est-à-dire qu'on pose un doigt, la deuxième main par-dessus, et on travaille aussi de cette manière. Voilà, simplement de façon ciblée, le long des fibres, aussi de cette manière. Voilà. Différentes techniques faciales, c'est là où il faut que nos mains puissent un peu glisser. Et voilà, le long du muscle. On peut aussi la travailler sous différents angles. Suite. Ici, on peut utiliser différentes méthodes comme celle-ci. On peut la travailler sous cet angle, c'est-à-dire cela dépend aussi de ce que l'on veut faire. Juste ici, à côté des apophyses épineuses, de cette manière. C'est-à-dire que nous pouvons le faire le long des fibres, le long du bord inférieur du muscle trapèze lui-même, en le déplaçant légèrement par ici. C'est-à-dire que les muscles eux-mêmes, lorsqu'il y a fibrose, les fascias des muscles voisins peuvent pratiquement se coller, se souder, et il faut aussi éliminer cette fibrose, parce que les vaisseaux sanguins et les nerfs passent à travers et entre les muscles. Dans ces zones de tension ou de spasme, tout cela peut aussi être comprimé, et cela peut être la cause non seulement de la douleur, mais aussi d'une limitation de l'apport sanguin. Par exemple, les troubles de l'apport sanguin sont moins fréquents, mais les troubles de la circulation dus à divers spasmes sont fréquents. Sous le muscle trapèze, nous avons déjà le muscle rhomboïde et le muscle rhomboïde. Pour l'atteindre, il faut aller un peu plus en profondeur ici, un peu plus profondément à travers le trapèze, mais après avoir travaillé cette zone, nous atteindrons déjà le muscle rhomboïde. Il reste facile à atteindre, je vais vous montrer comment agir dessus en position latérale. Mais le long de la colonne vertébrale, nous avons aussi les muscles extenseurs du rachis. Ici aussi, nous pouvons agir dessus, c'est-à-dire que c'est déjà une action plus profonde. Tout cela se trouve déjà à l'intérieur du trapèze. Toujours à partir de cette même position dans laquelle je me trouve maintenant, on peut agir sur les muscles extenseurs du rachis sous cet angle précisément. C'est-à-dire qu'on enfonce ses doigts près des apophyses épineuses, comme à l'intérieur, et on agit un peu sur le côté des muscles de cette manière. Plus on travaillera les muscles sous des angles différents, plus il y a de chances que nous puissions travailler et restaurer même des points gâchettes plus profonds, des zones de tension ou de fibrose. Après avoir travaillé les muscles, on peut à nouveau travailler les articulations et les vertèbres, cette fois avec une plus grande amplitude. On peut aussi faire ce genre de mouvement de mobilisation directement sur la colonne vertébrale. De ce côté-ci, quand on se place du côté de la tête, il est pratique d'agir avec cette partie de la main. Aussi sur les articulations costo-transversaires à partir d'ici. D'un côté, de l'autre, cela se fait très bien. Ensuite, directement sur les vertèbres à travers les apophyses épineuses. Mais ici, il faut comprendre dans quelle mesure il est nécessaire d'augmenter cette amplitude de mouvement, choisir la force appliquée et les différents angles d'application. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, nous pouvons aussi effectuer le mouvement. Si on a besoin d'aller plus en profondeur, on place un doigt ici, un autre, puis la deuxième main par-dessus, et en agissant de cette manière, on peut déjà agir sur les articulations costo-transversaires ou sur les articulations entre les vertèbres. À partir de cette même position, si par exemple nous remarquons qu'il y a une certaine fixation, il existe différentes méthodes de mobilisation et de manipulation. On peut aussi le faire pour la partie supérieure de la colonne thoracique à partir d'ici. La position sur le côté offre également un très bon accès pour travailler toute cette zone. Ici, nous pouvons également nous aider en bougeant les omoplates en même temps. C'est-à-dire que je vois l'omoplate, je roule directement sur les doigts, un peu sous l'omoplate. Ici, je peux aussi accéder sous différents angles, travailler l'omoplate, cette partie supérieure de l'omoplate, là où se trouvent les muscles élévateurs de l'omoplate. Ici aussi, depuis cette position, je peux accéder, c'est-à-dire l'omoplate de tous les côtés. De cette façon, je travaille à partir d'ici. Ensuite, en utilisant aussi
Les mouvements de l'omoplate me permettent d'agir plus profondément sur les muscles. Et ici, avec le même mouvement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux travailler le trapèze superficiel. Si j'ai besoin d'aller plus en profondeur, j'utilise un peu mon omoplate pour m'aider, la tension du trapèze diminue un peu, il se relâche, il se détend, et je peux alors aller un peu plus profondément, jusqu'aux muscles rhomboïdes, jusqu'aux extenseurs du dos. Je peux aussi utiliser ce même mouvement pour agir sur les articulations elles-mêmes, ainsi que sur les articulations costo-transversaires et les articulations entre les vertèbres. C'est-à-dire que je peux faire la mobilisation de toutes ces articulations à partir d'ici. Ensuite, de ce côté, voici notre omoplate. Ici aussi, on peut bien travailler le grand dorsal sous tous les angles. On peut le faire avec ce mouvement-là. On peut aussi partir d'ici, on peut également utiliser toutes ces techniques faciales. Les utiliser par exemple quand on a besoin, disons, d'augmenter l'amplitude de mouvement de l'épaule ou d'étirer le flanc. Donc tout ça, toutes ces choses-là. Les techniques faciales peuvent être utilisées pour étirer tout cela ou bien pour travailler de manière plus locale sur ces zones. Ensuite, à partir de cette même position, on peut aussi agir efficacement sur le muscle dentelé ici. Il y a souvent de nombreux points gâchettes là-bas. Mais il vaut aussi la peine de travailler le muscle dentelé, par exemple, lorsque nous restaurons la mobilité de l'omoplate ou de l'articulation de l'épaule. Ou bien, si une côte ne bouge pas, cela provoque une douleur localisée ici, ou s'il y a une névralgie intercostale, ou pour une raison quelconque, nous avons aussi besoin d'agir sur le muscle dentelé. Ça peut arriver. Maintenant, les muscles pectoraux. Ici, de ce côté. Aussi sur le côté. C'est pratique à faire parce qu'ici, si nous pouvons changer la position du bras, par exemple, avancer un peu le bras. Si on laisse pendre, le muscle pectoral se relâche aussi un peu et il nous est déjà plus facile d'atteindre ici le petit pectoral. Parce que si elle est tendue, si on le fait depuis le dos, il arrive que la tension du muscle pectoral nous empêche d'atteindre le petit pectoral. C'est-à-dire qu'on peut travailler le petit pectoral à travers le grand pectoral comme ça. Mais en même temps, on travaille aussi le grand pectoral. Voilà, donc tous ces spasmes qui sont ici, qui provoquent le déplacement de l'épaule vers l'avant, voilà, de ce côté, on peut très bien les travailler. C'est-à-dire cette portion claviculaire. Très souvent, il y a des troubles, des adhérences entre le deltoïde antérieur et le grand pectoral. Ce sillon-là, tout cela aussi peut être travaillé de ce côté. On peut bien sûr aller sous le grand pectoral, ici, atteindre jusqu'au petit pectoral, mais en principe, ce n'est pas très souvent nécessaire. On peut plus ou moins travailler cela, pas en traversant complètement, mais en passant à travers le grand pectoral comme ça. Et allongé sur le dos, c'est aussi très bien possible. Et travailler ce sillon entre le deltoïde antérieur et le grand pectoral. Ensuite, on peut travailler le muscle pectoral lui-même avec des actions plus précises, sur toute sa longueur si nécessaire. Ici, il faut vérifier dans quel état il se trouve. Près du sternum, là où il commence. Voici sa partie inférieure. D'abord, vérifiez s'il n'y a pas de zone de tension là-bas. Passez sur toute la longueur des fibres. Ici aussi, il faut agir sur le petit pectoral. Vous pouvez utiliser différentes méthodes comme celle-ci, directement à partir d'ici, de cette façon. Et cela permet aussi d'agir sur le deltoïde antérieur à partir d'ici. Et aussi sur le muscle pectoral. Différentes méthodes sont utilisables. Les techniques sont plus douces d'un côté. Mais d'un autre côté, on peut aussi travailler les muscles assez en profondeur. Là, il faut déjà un peu utiliser les mains. Qu'elles glissent. Et à partir de là, de cette manière. 1. Le long des fibres du muscle lui-même. Comme ça, on peut très bien le faire. Voilà, il est temps de travailler.